Bonjour à tous, je suis ravi d'être là pour cette 10e édition du webinaire de Modo. Pour cette 10e édition, parler, on va parler SEO avec qui bouge dans le paysage français et évidemment international. Rapidement pour démarrer, je vais présenter Modo. Modo, on est une agence digitale. On accompagne des entreprises dans leur communication online à travers différents services, aussi bien de la création de sites web que de l'accompagnement aussi web marketing sur des sujets SEO, SEA, social media, social ads et rédaction de contenu. Et puis on a un dernier volet qui est dédié plutôt à la formation. Moi, je m'appelle Julien, je suis cofondateur et associé. Ça fait plus de 11 ans que j'ai maintenant mon agence. Et aujourd'hui, je suis ravi de faire ce webinaire avec Simon. Je te laisse te présenter. Simon, je suis dans le SEO depuis bientôt 10 ans et je suis arrivé chez Modo en début d'année. Je suis ravi d'être avec vous pour ce 10e webinaire. Super. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je vois que tout le monde se connecte au fur et à mesure. Effectivement, comme je le disais un peu en introduction, on voit beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui sur le SEO. Il y a eu beaucoup d'infos en 2024. Il y a depuis 2 ans ChatGPT qui arrive. Et on a voulu faire ce webinaire justement avec Simon pour évoquer un peu les tendances ou des bonnes pratiques qui, selon nous, vont être utiles sur 2025. Et l'un des premiers sujets qu'on a envie sur lequel on a envie de discuter avec vous, c'est justement l'importance d'une stratégie globale pour booster son SEO. En fait, l'idée, c'est bien de comprendre que le SEO, c'est pas un levier isolé. Et quand j'en parlais avec Simon, tes recommandations, c'était de voir ça un peu comme des actions qui doivent s'implémenter en fait dans une réflexion stratégique un peu plus globale, que ça soit du branding, que ça soit du SEA, que ça soit du RP. Donc, je serais curieux que tu nous en parles un peu plus en détail. Ok, et ben on va évoquer tout ça. Effectivement, le SEO, c'est plus un levier totalement isolé. Maintenant, il doit s'implémenter, s'intégrer dans une réflexion. Excusez-moi. Stratégie globale, donc qui inclut les leviers que Julien évoquait. Maintenant, on doit montrer qu'on existe aux yeux de Google, que la marque existe. Quand je dis la marque, le nom de domaine, etc. Donc, il faut activer des leviers, soit sur les réseaux sociaux, faire du branding, faire des campagnes RP. Cela influence le ranking, les positions de la marque, pas les positions des mots-clés hors marque, mais ça influence bien la marque et ça montre aussi qu'on existe auprès de Google et qu'on n'est pas juste un site internet isolé. Et pour ça, en fait, on doit bien réfléchir avant de lancer sa marque ou son produit en amont, comment on va exister dans cet écosystème qu'est le web. Le SEA peut avoir aussi un impact indirect sur le SEO, dans le sens où ça nous permet de tester des mots-clés rapidement, voir s'ils sont efficaces ou pas, et vérifier si, bien entendu, ce mot-clé-là convertit, si nos CTR sont bons, si nos descriptions d'annonces sont bons, et tout ça, on peut les répliquer dans nos métadescriptions, dans nos titles. Voilà, ça permet de... C'est vrai que sur le sujet, tu vois, typiquement du SEA, c'est un peu comme le social media. Moi, je l'entends depuis des années. Toutes ces questions qui sont est-ce que le SEA contribue au SEO? Est-ce que le social media contribue au SEO? La réponse un peu toute faite, c'est de dire oui mais non ou non mais oui. C'est quoi, toi, ta vision là-dessus? Est-ce qu'effectivement, si je lance des campagnes SEA, est-ce que ça va me permettre de nourrir mon SEO? Et un peu pareil sur la partie social media. Alors, les campagnes SEA influencer directement le SEO. Par contre, ça nous permet de faire des tests de notoriété, des tests aussi. Ça va permettre, par contre, d'avoir un effet d'halo sur la marque. Ça peut un peu, comment dire, augmenter l'autorité de cette marque et le nombre de recherches de cette marque. Et des répétitions aussi auprès des internautes. Et pour ce qui est des réseaux sociaux, en fait, ça augmente la visibilité de la marque et donc potentiellement obtenir des liens depuis d'autres sites vers la marque. Donc ça influe quand même, le linking influe énormément le SEO et la notoriété de la marque, bien entendu. Plus on est connu, plus Google nous reconnaît aussi d'une certaine façon. Okay. C'est là où on peut faire le parallèle avec les relations presse, qui ont une belle importance aussi, et on peut mixer relations presse et netlinking pour pallier tout ça et améliorer la visibilité de son site. Oui, effectivement, les RP, c'est un sujet quand on est dans une agence digitale. Alors nous, évidemment, c'est un sujet qu'on couvre, même si on ne gère pas des RP directement, mais dans la réflexion stratégique, ce que tu dis, c'est que si une marque, peu importe son secteur, a une stratégie de SEO, faire appel à une agence de RP pour développer des liens, des retombées, ça va aussi avoir un impact, peut-être pas direct, ou peut-être direct. C'est quoi ton... plus ou moins direct. Dès qu'il y a un lien depuis un autre site tiers, autre que les réseaux sociaux, etc., ça a un impact sur les SEO. Donc, un lien depuis un site de médias a un impact fort. On sait que la puissance des médias, on le voit très bien avec Discover maintenant, qui apparaît et qui met en avant les médias. Alors,
tout type de média, bien entendu. Un site e-commerce ou un site lambda peut devenir un média quand on utilise le canal Discover. Ça a un impact assez fort et assez puissant pour SEO. Donc, c'est là que le mix RP, SEO, faut pas isoler les campagnes RP du SEO. Il faut évoquer avec votre agence SEO, que vous faites des campagnes relations presse. En fait, il faut vraiment collaborer sur ces sujets. Ok, super. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais évidemment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. On va dérouler le webinaire parce qu'on sait que tout le monde est pris un peu par le temps. Donc, l'idée, c'est d'avoir un format 30 minutes assez rapide où vous puissiez récupérer un maximum d'informations. Et évidemment, on traitera les questions à la fin. Et puis, s'il y en a qui ont envie d'échanger un peu plus longuement en détail, n'hésitez pas à contacter directement Simon sur LinkedIn ou par mail à l'agence ou moi directement avec plaisir. Donc là, c'est vrai que c'était le premier. Le sujet, c'est vraiment cette importance du SEO, tu vois, dans une stratégie un peu plus globale. On avait aussi envie, dans ce webinaire, de revenir sur la technique, sur la régularité, qui est souvent un sujet très important, hein, sur lequel on travaille beaucoup. La technique, c'est souvent un basique. Modo, on fait à la fois des sites internet et on accompagne nos clients sur le SEO. Donc, évidemment, c'est des sujets qu'on maîtrise. Et le SEO, ça se bosse aussi dans la durée. Mais j'étais curieux d'avoir un peu ton expertise, ton retour sur ces 2 sujets qui sont finalement des piliers indispensables pour qu'un site performe sur Google. Exactement. La technique, c'est la base, hein. C'est la construction de votre site. C'est les fondations de votre maison, si on fait un parallèle. Donc, on a beau avoir le meilleur contenu du monde, les meilleurs liens, si la technique ne suit pas, ça pourra ne pas fonctionner correctement. Il peut y avoir des problèmes d'indexation, il peut y avoir des problèmes de cannibalisation aussi. Il peut y avoir pas mal de problèmes et faut faire très attention au nombre de plugins et aux serveurs, en fait, qui sont des éléments qui ont un impact sur la technique. Plugins, parce que énormément de plugins peuvent défavoriser votre site, alourdir le site et le serveur aussi. Si un site est indisponible pendant une certaine durée, ça a un impact sur votre positionnement, ça a beaucoup d'impact. Aussi sur la technique, on va vérifier. Alors, si votre site c'est un e-commerce, ajout, suppression, modification de catégories de produits, de marques ou de contenu, et aussi de catégories sur un blog, ça peut avoir des conséquences importantes. Donc, il faut vraiment vérifier tout ça. Ouais, et je partage là d'ailleurs sur le webinaire un petit graphique qu'on présente souvent à nos clients lorsqu'on va les accompagner. Est-ce que tu veux rapidement, tu vois, le présenter, le commenter? Exactement. Et en fait, ça revient à ce que je disais. La technique, c'est vraiment la fondation de votre maison. Donc, il faut que le site soit optimisé techniquement, que le Google puisse accéder aux pages. Avant même de les indexer, il va falloir qu'il les crawl. Et pour les explorer, je veux dire, crawler, ça veut dire explorer. S'il ne peut pas les explorer, vos pages ne seront jamais visibles dans Google. Donc, il y a plein de choses à faire. Il faut bien que votre site, dans le langage, puisse être lu par le moteur de recherche. Il y a des contenus qui sont masqués via des techniques de JavaScript. Si ce n'est pas bien fait, en fait, votre site peut être joli, apporter de la valeur. En fait, tant que le moteur ne lit pas ce contenu, vous ne pourrez pas être positionné. Et par-dessus, bien entendu, après la technique, on passe au contenu. Donc, quand on appelle contenu, on ne parle pas que du texte, on parle des images, des vidéos, des podcasts si vous en faites. Et donc, tout ça, c'est optimiser ce contenu pour répondre à l'intention d'internaute. L'idée, c'est ça. On va évoquer ce sujet juste après. Par-dessus, on vient via la popularité, le netlinking, renforcer tout ça afin d'améliorer notre autorité dans votre domaine et d'améliorer aux yeux de Google notre expertise, bien entendu. Et il y a aussi un combo, on met ça tout en haut, mais c'est aussi important, c'est l'expérience utilisateur. Bien entendu, on doit faire en sorte que l'internaute ait une expérience agréable et trouve visuellement notre site joli, le lit, le parcours, bien entendu, et que, bien entendu, on réponde à sa demande. Ouais, moi, ça me fait écho. On a quelques prospects, parfois clients, qui ne comprennent pas pourquoi ils ne rankent pas en fait, sur Google. Et quand on fait un rapide audit, souvent c'est JavaScript qui pose défaut. Alors, je crois que le JavaScript, on peut le travailler pour quand même essayer d'avoir une petite performance, même si ce n'est pas le meilleur sujet. Et je crois que quand je t'entends parler avec les devs, il y a aussi tous ces sujets de plugins. Parfois, on reprend la main sur des sites, il y a 40 plugins, etc., qui vont avoir un impact sur le SEO. Oui, parce que certains plugins alourdissent le site. C'est vrai que je me répète un petit peu, mais rentrent en conflit aussi. Et puis, plus le site est lourd, plus le temps de chargement est long, plus Google et les internautes, parce qu'il ne faut pas oublier les internautes, on est là pour travailler pour les internautes. Si un internaute arrive sur un site et que le site met très très longtemps à charger, il va le quitter. Et en fait, il y a aussi un effet assez important, c'est que quand on revient sur la SERP, notre site peut être, si tous les internautes font ça, viennent sur votre site et reviennent sur la page de résultats, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas retrouvé, bien entendu, l'information qu'ils cherchaient, et ça peut déclasser le site.
C'est important. Et pour le JavaScript, pour répondre, oui, on peut indexer un site en JavaScript. Il y a pas mal de paliers et de choses à faire. Mais par contre, ça a un coût important et il faut avoir ça à l'esprit. Alors, c'est joli le JavaScript pour faire des effets, etc. Mais il faut avoir en tête que c'est pas aussi simple que ça. Il faut bien réfléchir à ça, à la technologie qu'on va utiliser pour la création de notre site. OK. Et du coup, sur Sur ce ce qui qui est est de de la la régularité, c'est quoi un peu toi tes conseils? C'est de faire vivre, de mettre à jour des pages, je sais pas, avec des FAQ, avec du contenu, régulièrement? exactement, c'est Ah, ça. pour, ce qui est de la régularité, c'est en fait un site, ça vit dans le temps. Donc en fait, votre contenu, il peut être très bien et très optimisé. Je parle d'une page à un instant T, mais au fil, et à mesure du temps, vos confrères ont travaillé eux, les choses ont changé, le marché a évolué, il peut y avoir de nouvelles actualités, de nouvelles infos. Donc il faut mettre à jour vos contenus de manière assez régulière. Selon les domaines d'activité, on peut le faire tous les 6 mois, tous les ans. Des fois, ça demande beaucoup plus de récurrence quand on est sur un média ou ce genre de choses. Mais il faut y penser. Il ne faut pas se dire: «OK, on a travaillé la page, hop, on n'y reviendra plus». C'est plutôt: «OK, on a travaillé la page, on a délivré à un instant T le meilleur contenu, on y revient dans 6 mois, on y revient dans 1 an», surtout quand c'est des pages prioritaires. Ouais, puis je pense que c'est aussi Important important. de repréciser, pour nous, c'est une évidence, mais le SEO, ça bouge. Donc, on travaille sur un site, il évolue évidemment dans la SERP. Les concurrents, ils bougent aussi. Donc, forcément, il y a des points de suivi qui doivent être faits pour voir comment on se positionne par rapport aux concurrents et tirer des conclusions et des recommandations avec un plan d'action par la suite. Exactement, exactement. Exactement, il faut bien entendu se dire que, c'est pas un levier figé, c'est un levier mouvant le SEO et tout bouge, et notre contenu doit être enrichi. Il peut y avoir des nouvelles actualités, ou dire: «Ah ouais, en fait, on a oublié un truc, mais on répond pas à cette question précise ou une partie de l'intention de l'internaute». On rajoute ce contenu-là, ou notre offre a évolué aussi. Il y a pas que le marché, il y a aussi, votre site peut évoluer, vous pouvez dire: «Ah bah ça, en fait, on le fait plus tout à fait comme ça, maintenant on le fait comme ça», et bah, il faut l'expliquer, et cetera. Ouais. Il y a aussi le Petit sujet sujet, on a avec eu le cas de figure pour 2-3 clients qu'on a accompagnés. C'est parfois identifier des mots-clés qui, sont pas recherchés aujourd'hui sur Google, mais parce qu'il va y avoir une réforme, un décret, quelque chose qui va sortir et eux ont cette visibilité-là, c'est de se dire: «OK, on anticipe le travail SEO parce qu'on sait que dans 3 mois, dans 6 mois, ce mot-clé qui est pas recherché ou qui a très peu de volume de recherche va justement exploser ou augmenter à ce moment-là». bien sûr, bien sûr, Bien sûr, bien il sûr. faut faire attention à cet indicateur le volume de recherche, c'est très important aussi, mais certains mots-clés ne sont pas, assez importants, je dirais, pour que les outils les remarquent, et pourtant, ils sont recherchés. Alors peut-être, de manière assez faible, mais c'est du trafic qualifié. Si on se positionne là-dessus, c'est du trafic qui va convertir sur votre site, donc il ne faut pas s'arrêter juste au volume de recherche. Il faut se dire: on est quasiment sûr que notre cible, elle tape ça. Ça nous fait une très bonne transition sur la suite, d'ailleurs, sur l'intention de l'internaute, l'intention de recherche. Et se dire, c'est un mot-clé qui a peut-être un faible trafic, mais il correspond exactement à notre offre, on va le travailler. OK. Hem, on parlait aussi de régularité et souvent, en fait, on a, nous, des clients où il y a un peu cette croyance qui dit que, bah, OK, si on parle de régularité, je vais avoir un blog et puis, un blog, ça va servir, ça va me suffire à bosser mon SEO. Hem, je crois que souvent, c'est la première erreur que des prospects peuvent, nous dire ou des clients, c'est de dire: «Bah oui, le SEO, je le bosse puisque, j'ai un blog et je l'alimente régulièrement». Et ça, c'est un peu une erreur que font, régulièrement justement les clients qu'on peut accompagner. Ouais. Oui, oui, bien sûr. En fait, le SEO ne se résume absolument pas à un blog. Le blog, il est là, et encore en blog, tout dépend de ce qu'on entend par blog, mais avant même de parler de blog, la question qu'on pose à nos clients, c'est: est-ce que vos pages les plus importantes sont optimisées par rapport aux intentions de recherche? Et une intention de recherche, c'est qu'est-ce que l'internaute va taper, et qu'est-ce qu'il tape et qu'est-ce qu'il souhaite rechercher comme information derrière le mot-clé qu'il a tapé. Je vais prendre un exemple très très simple enfin 2 exemples très très simples que je dis souvent à mes clients, c'est, si l'internaute tape Jaguar, est-ce qu'il cherche l'animal ou est-ce qu'il cherche la marque de voiture? Si l'internaute tape kayak, est-ce qu'il cherche le bateau? Est-ce qu'il cherche le moteur de recherche kayak? Et tout ça, il faut le travailler, en fait. Et donc toutes ces intentions, on va dire: «OK, donc votre cible, c'est ça». Bien définir vos cibles, et donc dans votre cible, elle va chercher de cette manière-là et à peu près ces mots-clés-là. C'est plus maintenant un mot-clé égale une page, c'est plutôt un mot-clé et toutes ses déclinaisons, égale une page. Typiquement, je prends l'exemple de acheter chaussures plus une marque. Achat chaussures plus une marque, c'est le même intention, même mot-clé, globalement, terme, on va dire, et même page. OK. Voilà. Et sujet Très très important, important, c'est c'est bien entendu, en fait, l'idée même, d'avant même de parler de blog, c'est de répondre, aux requêtes d'internautes. Et en fait, vous avez d'un côté vos services, vos produits, le marché, et on doit aller chercher, mon métier c'est ça, d'identifier les requêtes qui correspondent autant au marché qu'à vos services. Autant au marché qu'à vos services. Et donc là, se dire: «Bon, bah, on va creuser avec nos clients, dire: "OK, donc vos cibles, c'est bien ça, ça, ça.
Vous pouvez avoir différentes cibles et différents marchés aussi, hein. Si vous avez un site qui fait aussi du recrutement, vous avez des problématiques de recrutement, mais aussi des problématiques de vente, d'obtenir du lead ou de vente de produits, et ben, il y a déjà là, il y a 2 cibles, et etc. Et qu'est-ce que vont taper les différentes cibles? Ouais. Et ce qui est aussi dur pour les. Pour les clients, je trouve, pour ceux qu'on accompagne, c'est, souvent dans les premiers échanges, quand on leur pose la question: «OK, vous pensez que, c'est quels mots-clés sur lesquels il faut chercher à positionner, votre site?» Ils font l'erreur souvent d'avoir des requêtes parfois hyper génériques. On a eu le cas cette semaine, la semaine dernière, mais tu vois sur les mots-clés, je voudrais me positionner sur innovation. En fait, le mot-clé innovation, il n'est pas du tout pertinent. D'ailleurs, peu importe votre secteur d'activité, je ne vois pas une boîte qui peut se positionner ou chercher à se positionner sur ce mot-clé. C'est très, très généraliste. Donc, effectivement, là-dessus, il y a un besoin de quoi? De vulgarisation, de pédagogie pour dire, c'est pas alors vous, c'est très bien de réfléchir aux mots-clés, mais c'est surtout qu'est-ce que tapent vos clients, pour essayer d'identifier la pertinence des mots-clés et justement la croisée des chemins entre le marché, les services et les requêtes que vont taper, l'utilisateur final. C'est Exactement exactement. ça, pour rebondir sur le mot-clé innovation, en fait, qu'est-ce qu'il va se trouver sur l'innovation? Est-ce que l'internaute, quand il tape innovation, il cherche la définition, il cherche quelque chose de très précis? Innovation, c'est hyper large. C'est très, très large, c'est trop large, en fait, sauf cas très particulier où vous êtes un site qui crée des définitions, mais c'est assez rare quand même. Je ne vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Par contre, innovation ou logiciel dans telle activité, et cetera, enfin, on peut imaginer pas mal de choses. Plus on va préciser le mot-clé, donc plus on va descendre, parce qu'on va travailler la longue traîne, donc une combinaison de termes qui a un volume de recherche généralement moins fort qu'un seul terme ou 2 termes, mais plus ces combinaisons sont précises, plus l'intention de l'internaute est très précise et plus le trafic potentiellement capté est qualifié. Ouais, et puis du coup, ça Ça recoupe exactement à ce que tu disais, c'est de dire, ne pas se fier uniquement au volume de recherche, et se dire, «OK, il vaut mieux capitaliser sur des volumes de recherche plus faibles, mais plus pertinents» et on se dit: «OK, là, l'internaute, il va être à 2-3 clics de nous contacter, pardon, de passer un acte d'achat», plutôt que de se dire: «OK, je suis présent sur un volume de recherche où il y a beaucoup de volume de trafic, mais en fait, en face, j'ai du Wikipédia, j'ai de la définition, j'ai» bref, ça correspond bah, pas ça à correspond pas. Oui, en fait, il faut vraiment se dire, si l'internaute tape ça, est-ce qu'il est sûr, potentiellement, de convertir chez moi? Mmh. Ça correspond bien à mon activité, à mon produit, à mon service, et cetera, ou à ma demande, en tout cas. Et aussi de se dire après on peut utiliser le blog, parce que bon, la première question c'était le SEO ne se résume pas à un blog, mais on peut utiliser le blog ou une partie actualité pour aller traiter des mots-clés plutôt de longue traîne ou de l'intention un peu différente, plutôt de l'information, par exemple. Et donc on va être un petit peu connexe à notre thématique, mais on va donner de la valeur et ça va permettre de aussi ramener des internautes qui ne sont pas, on va dire, chauds, mais plutôt dans un parcours d'information. Et c'est toujours intéressant et c'est des choses qu'on ne peut pas traiter, par exemple, sur nos pages catégories ou sur nos pages, de services, parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions. Donc on peut traiter ça par la partie blog. Mais ça vient en second plan. Le premier plan, c'est on répond bien, au marché et à la croisée marché et vos services, vos OK. services produits. OK, super. Oui, n'hésitez pas, je vois effectivement qu'il y a quelques questions, qui arrivent dans les commentaires, mais donc n'hésitez pas à poser vos questions, on pourra les traiter du coup, à la fin du webinaire et puis ceux qui sont arrivés peut-être, en cours, une fois que le webinaire sera terminé, quelques minutes après, il y aura le replay qui sera, disponible à la fois sur LinkedIn et puis dans quelques heures sur YouTube donc voilà, pas d'inquiétude, là-dessus. Autre chose qu'on n'a pas précisé aussi. Aussi, Ouais. par rapport à l'intention et une fois qu'on a établi un petit peu l'étude sémantique, donc la liste de termes, la liste de mots-clés, de combinaisons de mots-clés qui correspondent bien à votre activité, on va établir une arborescence, une structure de site en Ouais. disant: «OK, on a une catégorie 1, dans cette catégorie, il y a des sous-catégories et dans ces sous-catégories, il y a peut-être des sous-sous-catégories ou des sous-sous-pages et à l'intérieur, il y aura peut-être X produits, X articles, et cetera», et tout ça va former des cocons ou des silos sémantiques et ils vont se renforcer. Le but, c'est sur la première page, enfin la tête de catégorie, d'avoir un mot-clé plutôt, courte traîne ou avec un fort volume ou qui correspondent exactement à bien à votre activité et des sous-pages qui vont pousser cette page mère. C'est important là-dessus. Mais la structure du site, c'est pour ça qu'on a tendance à venir un petit peu en tant que pompier en SEO, parce que le site est déjà bien avancé, voire il est déjà en ligne, et cetera. Et on se dit: «Oui, mais là, l'arborescence, elle ne correspond pas à l'intention de l'internaute. Vous êtes plutôt centré sur vos produits et votre façon de faire, mais ça ne correspond pas à ce que les gens recherchent». Donc on est obligé d'un peu casser tout ça. L'idée, c'est de vraiment inclure le SEO au moment de la construction de votre site et vraiment au moment de la réflexion. C'est un peu trop tard quand on commence à travailler le SEO, lorsque le site est déjà, en cours de production, je dirais même en cours de dev.
fait, il faut vraiment le faire en amont. C'est quelque chose qui se pose. On doit échanger avec nos clients, avec nos prospects, pour bien comprendre leur activité et construire l'arborescence, la structure de site la plus idéale pour eux. Et ça s'adapte à chaque fois. Ok, super. Quatrième point qu'on voulait aborder, et on sait qu'il était très attendu entre guillemets, c'est l'apparition du coup du GEO. Alors pour ceux qui n'ont pas le terme, GEO, c'est Generative Engine Optimization. Donc c'est tout simplement, si on résume ça, à comment je peux faire en sorte que mon site ressorte sur les IA génératives comme ChatGPT ou comme les autres. Donc ça, c'est évidemment un sujet, j'allais dire, très important parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment et que ça pose beaucoup de questions. Les premières choses qu'on voulait partager avec Simon, c'est un peu les dernières stats qu'on a pu observer sur le nombre de recherches par jour dans le monde, que ce soit sur Google, sur ChatGPT ou sur Perplexity. Alors, ces stats, elles varient très vite, hein. Un mois après l'autre, évidemment, tout ça explose parce qu'on est sur une croissance exceptionnelle. Mais aujourd'hui, donc sur Google, on a 8,5 milliards de recherches en gros par jour. Là où sur ChatGPT, on a 1 milliard, donc à peu près 12% si on compare à Google. Et Perplexity, 14 millions. Donc l'idée, c'est aussi de repositionner, soit pour ceux qui auraient tendance à se dire non, mais ChatGPT, Perplexity, bref, ça n'a pas tant d'importance que ça, ou pour ceux qui vont surdimensionner ChatGPT, Perplexity. Évidemment, tout ça, c'est dépendant de vos secteurs, de votre cible, de votre audience. Mais ça me semblait intéressant de partager cette info. Il y a une deuxième info qui est aussi à prendre avec des pincettes. Mais en gros, c'est que Google a mis 11 ans pour atteindre 1 milliard de recherches quotidiennes, là où ChatGPT n'a mis que 2 ans. Alors attention, autre contexte, autre période. Google, évidemment, a été lancé à une période où on avait beaucoup moins l'habitude d'Internet, du référencement, évidemment, encore moins. ChatGPT arrive dans un contexte où le marché est beaucoup plus mûr, a envie de ça. Mais c'est quand même intéressant d'avoir cette notion-là par rapport au GEO. Et donc, là-dessus, toi, Simon, je sais que c'est un sujet sur lequel on est pas mal en veille au sein de l'agence, mais c'est quoi tes premiers retours, tes premiers conseils? Qu'est-ce que tu as envie de partager? Eh ben, la première chose qui m'évoque en fait ces statistiques, c'est en fait combien de recherches et de requêtes sur ces outils d'IA concernent une recherche de marque en fait, parce que c'est un chiffre important comme ça, mais en fait lorsqu'on regarde, c'est qu'est-ce qu'on fait sur ces outils. Sur ces outils, on peut générer soit une image, c'est la mode ces derniers jours, soit générer comment dire un contenu, soit répondre à un besoin plutôt technique de dev ou d'Excel ou que sais-je, mais un besoin technique. En fait, donc on n'a pas l'information de combien recherche une information pertinente, une recherche liée à une marque ou à un produit. C'est là où ce serait affiné en fait là-dessus. Et surtout, quand on interroge une IA sur les informations qu'elle nous donne, il faut pas hésiter à lui demander comment elle a obtenu ses sources, sur quoi elle se base et tout. Parce qu'il y a des fois où on peut avoir des statistiques ou des informations qui sont un petit peu datées. C'est pas toujours de l'instantané. Sur des questions un peu précises d'actualité, ça va être instantané. Sur d'autres choses, sur des pages de résultats, etc., c'est pas toujours instantané. Donc attention à ça. Prenez bien en compte l'habitude et essayez de prendre l'habitude de l'interroger sur aussi l'information qu'elle vous donne. Tout n'est pas vrai, tout n'est pas faux. Elle se base sur le web. Le web, il y a des fausses informations. Il y a des choses qui évoluent aussi, qui étaient peut-être vraies à l'instant T, qui ne le sont plus maintenant. Donc prenez bien ça en compte. Et aussi, il y a une bonne pratique à avoir, c'est qu'il faut savoir que tout le temps, enfin, ça arrive que les avis de Google ne remontent pas obligatoirement forcément dans le ChatGPT. C'est plutôt des comparatifs, des plateformes externes, donc ça dépend de ça. Donc il faut faire attention aussi à l'information qu'elle vous donne sur la notoriété ou comment dire, les avis d'une marque, bien entendu. Mais ça, du coup, c'est assez intéressant de se dire que effectivement, les avis Google vont pas faire tout le travail. Si on me demande que penses-tu de Modo ou trouve-moi une super agence digitale à Nantes. Donc évidemment, faites l'exercice sur vos différents secteurs. Donc ça veut dire diversifier, récupérer des avis ailleurs, des comparatifs. ça veut dire récupérer des D'ailleurs, dans des plateformes externes, dans les comparatifs, dans des médias aussi qui font autorité dans votre domaine. Ça peut être intéressant. Il faut aussi se dire que là aussi, ça recoupe avec le SEO. Le netlinking et le RP vont avoir un impact. Dès qu'on fait des liens de presse de médias qui ont une autorité, bah, ça peut avoir un impact parce que ce média peut être cité comme source dans le chat GPT. Et plus médias d'autorité, peut-être potentiellement plus de chances de... potentiellement plus de chances aussi. Alors, il faut savoir que tout ce que vous travaillez en SEO a un impact aussi sur le GEO. Avoir un site
un contenu de qualité, un site plutôt bien optimisé techniquement et faire du netlinking, ça a un impact. On ne fait pas du... faut pas se dire, ah bah, je travaille le SEO, je vais pas travailler le GEO. Les deux combinent. C'est assez récent aussi, donc il va y avoir des critères qui vont intervenir. On ne sait pas encore exactement tout ça. Autre chose aussi, étudiez bien un petit peu, il y a des outils qui commencent à sortir là-dessus sur quel est le rendu en fait. Qu'est-ce que ces outils-là disent de votre marque. Ça commence à sortir un petit peu des outils là-dessus et compare un petit peu votre marque avec vos confrères et ils vont faire une petite courbe ou se dire, bah là, il y a plutôt ça qui est dit sur telle marque et ça qui était dit sur une autre. Donc c'est intéressant d'avoir un peu ce retour et de voir comment on peut l'influencer aussi. Ouais. Et est-ce que ça reflète exactement, par exemple, les avis qu'ont les internautes ou pas, et la notoriété ou pas de votre marque. Du coup, ouais, si on récapitule, alors on a fait une petite slide récap sur le sujet, mais déjà, je pense que la première chose, c'est bon, demander à ChatGPT, à Perplexity, voir un peu ce qui ressort. Évidemment, on peut avoir autant de façons de rechercher que de personnes, parce que je ne vais pas forcément poser les mêmes questions à ChatGPT que mon voisin quand je demande un avis sur un produit ou sur un service. Donc ça, c'est vraiment commencer par là. C'est toujours un peu aussi cette notion d'intention de l'utilisateur. Répondez aux questions pourquoi, comment et quoi, mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu aussi des sujets SEO qu'on peut retrouver sur une page. On parlait des FAQ tout à l'heure. Votre contenu doit répondre à l'intention. Si l'intention, c'est une intention très précise d'achat, bah là, il faut avoir un site e-commerce, par exemple. Si c'est une intention d'information, donner le maximum. En fait, il faut que le contenu, et bien entendu aussi, chose qu'on n'a pas précisé, on est à l'inverse d'un contenu dans un journal papier. On donne la meilleure information, l'information la plus importante, le plus haut dans la page. Tous les internautes ne parcourent pas toute votre page. L'information la plus importante peut être en haut et après, on vient dans le détail dans notre article. Ouais. Et je voulais me dire un truc, ça m'est sorti de l'esprit. Bon, c'est pas grave, ça va revenir après. Sur le fait qu'effectivement, l'IA ne privilégie pas forcément l'instantané. On a déjà fait le test avec Simon, mais parfois il y a des résultats de 2023, 2022. Alors on sait qu'à un moment, l'IA avait stoppé sur les contenus, s'arrêtait à 2023, mais donc ça est en train de changer aussi. Donc évidemment, ça pose la question des sources, parce qu'un article qui date, qui dit que c'est tel produit, tel service, comment on fait pour ressortir sur cet article. Donc attention à ça, et peut-être que la question va être de se dire, bah, en fait, si on a des articles qui datent un peu, ça peut être intéressant soit de les mettre à jour, parce qu'ils peuvent continuer à ranker finalement sur l'IA. Bien sûr, c'est ça. Aussi, et de se dire, bah, en fait, ça revient toujours au même, vérifiez vos sources là-dessus, vérifiez vraiment ce que l'IA vous donne. Il peut y avoir des résultats très, très approximatifs, si je dirais. Vérifiez. Ouais. Vérifiez. Ne prenez pas pour acquis tout ce que l'IA vous donne. Il y a des choses qui sont vraies, correctes et tout, et d'autres moins, même si la nouvelle version de ChatGPT est très forte, mais attention quand même, surtout quand ça évoque des sujets liés à votre marque, à votre notoriété, etc. Ouais. Après, il faudra aussi, je pense, Être conscient que l'utilisateur lambda, comme nous, comme n'importe qui, ira peut-être pas vérifier toutes les sources de ses requêtes. Ça dépendra des sujets sur lesquels il recherche. Il y en a, il prendra la réponse comme argent comptant, et puis d'autres qui dira, ah bon, ok, j'ai une réponse, mais comme c'est un projet un peu plus ambitieux, comme c'est un sujet un peu plus controversé ou nuancé, je vais aller chercher de la source complémentaire. Des choses qu'on peut préciser. On l'a un petit peu évoqué, mais est-ce que votre cible va utiliser ces outils, en fait? C'est ça qu'il faut se dire. Ne pas concentrer ses efforts sur le GEO si votre cible ne l'utilise pas ou n'est pas assez mûre là-dessus. Ça dépend vraiment à chaque fois de vos cibles. On en revient à quelles sont mes cibles, comment elles recherchent et qu'est-ce qu'elles recherchent. Diversifier les sources d'avis, on en parlait parce que du coup, les plateformes ne vont pas forcément aller chercher les avis Google, mais vont aller chercher d'autres plateformes. Ça peut être l'idée aussi d'avoir un comparatif sur son site. Si on vend une solution, un produit, et faire un tableau comparatif, ça peut être intelligent. Puis tu le disais, Simon, tout ce qui est netlinking, RP, sur des sources d'autorité, en plus de contribuer au SEO, va venir travailler le GEO, parce qu'on le voit quand on fait des requêtes aujourd'hui, pour avoir testé avec Simon. Si je recherche un avis sur un produit, sur un service, souvent, il va me mettre dans les sources des sites d'autorité qui parlent en bien ou en mal de la plateforme, de la solution. Et puis récemment, on a aussi lu la citation de marque dans les forums. On a pu regarder, alors est-ce que les forums vont revenir à jour, etc. Mais le fait d'avoir cette authenticité en fait dans de la prise de parole pourrait contribuer aussi à faire ressortir une marque sur des requêtes IA. Donc ça, c'était voilà, un peu sur la partie GEO. Évidemment,
rien n'est figé. Là, c'est un instant T par rapport à nous, ce qu'on a pu constater. Je vois qu'on a des questions qui arrivent sur le sujet, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. C'est sûr qu'on n'aura pas réponse à tout parce que c'est encore trop récent. C'est un sujet effectivement qu'on prend à cœur, qui va considérablement évoluer dans les j'allais dire les prochains mois, mais déjà dans les prochaines semaines. Donc bien important de faire une veille là-dessus. Et pour rappel, aussi, les chiffres qu'on a partagés tout à l'heure vont évoluer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore Google, hein, qui truste beaucoup des recherches, évidemment en fonction du secteur et de votre audience, que disait Simon. Tout ça va aussi évoluer dans le temps. Dernier sujet qu'on voulait aborder avec vous, c'était réduire l'impact environnemental de son site grâce au SEO. Alors, souvent, quand on parle de SEO et d'impact environnemental, le lien n'est pas forcément direct parce que typiquement, nous, depuis plus d'1 an maintenant chez Modo, on a vraiment cette veille et cette réflexion sur la construction d'offres de développement de sites web éco-conçus. Donc ça, c'est une réflexion qu'on mène et pareil, on est en veille et on fait des tests là-dessus. Déjà, à partir du principe que l'éco-conception, c'est pas noir ou blanc. Un site éco-conçu peut être éco-conçu en ayant fait des efforts, des compromis. C'est un peu pareil en SEO, il faut souvent faire des compromis. Après, c'est vrai qu'on se rend compte chez Modo que finalement, sur les clients qui veulent des sites éco-conçus, il y a très peu de clients qui sont vraiment prêts à faire les efforts ultimes. Parce que les efforts ultimes, ça veut parfois être dire des choix très forts, donc en termes de photos, de vidéos. Mais ce qu'il faut aussi retenir par rapport à ça, c'est que c'est souvent le trafic qui a le plus d'impact finalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un site internet qui est optimisé, c'est très bien. Vous le passez sur Ecoindex, vous avez une bonne note, une mauvaise note, peu importe. L'idée, c'est de se rapprocher évidemment d'avoir la meilleure note possible. Mais le plus important, c'est le trafic. C'est-à-dire qu'un site internet qui fait 1 million de visiteurs par mois, c'est pas du tout la même chose en termes d'impact, évidemment, qu'un site qui fait 1000 visiteurs par mois. Donc parfois, ce qu'on a envie de dire, c'est de dire, bah, OK, le site qui fait 1 million de visiteurs par mois, il a plus d'efforts, évidemment, à faire en termes d'éco-conception, mais aussi en termes d'SEO. Et ça, typiquement, ça part par des choses qui sont basiques. Et ce dont parlait déjà Simon, c'est bien connaître mon audience pour cibler les bons mots-clés et pas se dire je vais travailler des centaines de mots-clés parce qu'en fait je suis no limite en termes de budget, etc. Alors qu'en fait je risque de générer plein de trafic qui ne va pas être qualifié. Ou même, ouais. Créer des pages, des sites plus lourds en fait, parce que je veux dire, ok, j'ai toute cette vaste périmètre à couvrir, s'il est pertinent, ça on se posera la question quand même en amont, mais se dire on va prioriser et se dire ok, on va travailler d'abord ça, parce que ça veut dire créer des pages, et aussi on en revient à la base, un site techniquement le plus optimisé possible, moins de temps de chargement, en fait on va coupler les deux, comment dire, un site éco-conçu met moins de temps à charger, un site qui met moins de temps à charger se positionne mieux, bien entendu, et ouvrir l'accès aux pages les pertinentes. On peut avoir un site qui a une partie comment dire, intranet. Bah là, pour le coup, de cette partie-là, on ne va pas l'indexer. Surtout s'il faut se connecter, ce ne sera pas indexé, mais il y a toute une partie de dire les pages qu'on veut indexer, elles sont pertinentes, en fait, bien entendu. Ouais. Là, on recoupe Un peu avec ce qu'on a vu lors de le deuxième point sur vraiment le sujet technique, c'est-à-dire que c'est à la fois pertinent d'avoir une bonne vitesse de chargement, à la fois pour le SEO, pour tout ce qu'on veut, mais aussi pour l'éco-conception. Et l'impact, encore une fois, je reviens là-dessus, du SEO, c'est de faire des choix et de se dire ok, arrêtons d'aller chercher la course au trafic absolument sur notre site internet, parce qu'on ratisse très large et ça pourrait être sur du SEO, ça peut être sur du SEA, ça peut être sur du social ads, peu importe le levier qu'on va utiliser. Essayons vraiment de se recibler, de mesurer vraiment ce qui nous permet de convertir, et ça va permettre derrière d'à la fois d'être plus performant sur vos campagnes et de minimiser aussi, de réduire votre impact. Parce qu'au lieu d'avoir, je dis n'importe quoi, 30 000 visiteurs par mois, bah, vous allez descendre à 20 000, donc on consomme moins de données sur les serveurs. Et donc forcément, on a un impact plus faible sur le site internet. Et en plus de ça, vous avez un trafic qui est mieux qualifié finalement sur votre site. Donc c'est souvent ce que recherchent tous les clients, c'est d'avoir le trafic le plus qualifié possible. On peut revenir aussi à quelle est l'intention de l'internaute. Si l'intention de l'internaute, c'est une intention d'achat, bah, il va falloir faire des compromis en éco-conception aussi, parce qu'il faut quand même des images, il faut quand même montrer le produit, par exemple, il faut rassurer l'internaute. Donc il y a des choses, tout est une question de compromis et de que cherche ma cible, bien entendu. Et jusqu'où je suis capable de mettre le curseur autant en SEO qu'en éco-conception. Bon, super. On arrive à la fin du coup de ce webinaire, 35 minutes, on est pile dans le timing.
Je vais vous partager évidemment si vous avez envie de nous ajouter sur LinkedIn, si vous avez des questions, que ce soit moi, que ce soit Simon, bref, peu importe, surtout n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis, je vois qu'on a eu quelques questions qui sont tombées, donc je vais en prendre quelques-unes et je sais qu'on a toujours quelques secondes de décalage, donc n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Première question qu'on avait, la première question, c'était celle-ci. Je la partage à l'écran. Comment faire quand on intervient, quand le site est déjà créé et qu'on se rend compte que le SEO n'a pas été travaillé en amont de la création du site? Comment améliorer le SEO à ce moment-là? Eh bien, À ce moment-là, c'est toujours possible de toute façon, mais il faut être prêt à peut-être refaire l'arborescence, voir, en tout cas auditer le site à l'instant T. Est-ce que le site, au niveau de l'arborescence, ça peut correspondre, hein. Je ne dis pas que ça ne correspondra à tout le temps pas bien. Comment dire, il y aura peut-être des choses à modifier, bien entendu, là-dessus. Sur le site, sur la manière dont il est structuré, en fait, ça va être surtout ça. Et bien entendu, avant même de faire ces modifications, bah, on en revient à l'étude sémantique. Que cherche ma cible? Quelles sont mes cibles et comment elles cherchent, bien entendu. Et après, on peut l'améliorer. Il y aura peut-être des modifications aussi à faire sur le site sur est-ce qu'il y a des blocs de contenu prévus ou des blocs pour les images? Est-ce que les pages correspondent bien à ce que recherchent les internautes? Si c'est un site commerce, est-ce que les pages catégories sont bien construites, etc. Est-ce que mes pages produits, tout ça. Toute une question de étudier le maillage interne aussi. Est-ce que le site fait des bons liens internes? Est-ce que mes pages ne sont pas isolées? Est-ce que mes pages les plus importantes sont bien maillées, bien liées entre elles? et c'est On le voit sur des clients qui viennent nous voir dans cette prendre que bah, malheureusement, si le site a déjà été créé et qu'on arrive, ou qu'il y a un expert SEO qui arrive, l'arborescence, elle va sûrement bouger, le web design va bouger, le dev va bouger, donc forcément, ça va être des coûts ou du temps passé en interne, peu importe. Mais oui, il faut être prêt effectivement à faire ce constat-là et avoir cette capacité à actionner ces leviers si on veut être performant en SEO par la suite. Alors, il y a des cas aussi Où le site a été plutôt bien construit. Et donc là, on va plutôt implémenter des choses, faire des petites corrections, ou plutôt du lien, du contenu. Mais globalement, ça arrive que ce soit plutôt bien conçu. Je ne veux pas dire que tout site qui est conçu sans SEO l'est mal fait aussi, hein. Ça dépend des fois. Ouais, évidemment, il y a toujours Un audit de toute façon qui est fait à la base pour savoir d'où on part. Et puis dans les audits aussi sur la partie technique ou peu importe, il y a des non-conformités, c'est pas le bon terme, mais il y a des choses mineures et puis il y a des choses vraiment bloquantes. Donc ça va dépendre aussi de la stratégie et vos objectifs par rapport aux enjeux SEO que vous pouvez avoir. Deuxième question. Au-delà du tracking du trafic originaire depuis ces outils d'IA, est-il possible de suivre la notoriété et l'apparition d'une marque dans les réponses de ces outils sans qu'il y ait de clics vers le site, par exemple? Et si oui, est-il possible de l'optimiser? Ouch. Oui. Des outils sortent là-dessus. Je pense à Voice IA de Picase, qui est sorti il y a une semaine et demie, donc qui permet de un petit peu vérifier la visibilité de votre marque, de vos produits dans ces outils. Donc toujours intéressant. Et après, on peut l'optimiser. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, d'autres avis, diversifier ses sources d'avis, évoquer les sujets sur des forums, vérifier, essayer de faire parler de sa marque sur les médias, etc., etc. Je pense qu'il faut aussi, donc il y a l'outil effectivement de Picase qui est sorti récemment, on est en train de le tester. Je pense qu'il y en a probablement d'autres qui vont sortir aussi, parce qu'évidemment, il va y avoir une niche là-dessus. Je pense aussi, ce qui est intéressant, c'est de faire soi-même un peu des recherches, peut-être d'être aussi assez neutre dans ses recherches. Je pense que parfois, on peut avoir tendance à vouloir orienter pour faire ressortir un peu notre site, etc. Donc, c'est essayer d'être le plus neutre possible pour voir un peu ce qui ressort. Donc puis, ça, ouais. Je rebondis sur ce que tu dis. Quand nous, on fait une recherche sur notre site, sur nos produits, en fait, on est déjà influencé. L'idée serait de le faire plutôt soit à une personne tiers, idéalement à vos cibles, si vous connaissez quelqu'un là-dessus. Ça peut être assez intéressant de voir sa manière à lui, à cette personne-là, de rechercher l'information. Elle est peut-être pas identique à la vôtre. Et tout le monde ne sait pas bien utiliser ces outils. Il y a des gens qui vont poser des questions très basiques, il y en a d'autres qui vont faire des prompts assez longs. Ça dépend bien entendu de plus on lui donne d'informations, plus potentiellement l'information qu'il va nous redonner va être plus ou moins différente en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a Il y a encore quelques mois, fallait faire des prompts pour avoir des résultats. Aujourd'hui, on l'a vu la semaine dernière avec les nouveautés de ChatGPT.
sans faire de prompt, en faisant 3-4 lignes rapidement, sans être prompt engineer, etc. J'arrive à avoir des résultats. Donc effectivement, votre audience, est-ce qu'elle a plutôt l'habitude de taper des prompts pour avoir des résultats très précis, ou au contraire, c'est en 3 clics? Je pense que ça dépend aussi. Si je suis B2C, une marque de fringues, ça va peut-être être en 3 clics, enfin en 3 lignes. Si je suis un expert technique dans le cintrage, la découpe de tubes laser, parce que voilà, c'est un de nos clients, donc j'ai ça en exemple. Évidemment, la requête, elle va peut-être être beaucoup plus poussée et technique. Donc, ça dépend comme d'habitude. De l'utilisateur à utiliser ces outils ou pas Ouais. aussi. Autre question, comment refaire un site, une refonte totale, tout en gardant le SEO et son ranking? Alors, tout dépend du site, mais j'allais dire idéalement, la première chose, c'est conserver la structure d'URL. Si c'est possible, s'il n'y a pas de changement de CMS, ça dépend des contraintes techniques, mais si on peut garder toute la structure d'URL lors de la refonte, c'est idéal. Alors, sauf si on décide il y a un pan du site qu'on ne veut plus ou qu'on ne commercialisera plus. Mais ça, c'est la première chose. Essayer de aussi, bien entendu, si ce n'est pas le cas, faire des redirections 301. Donc, c'est comme une redirection de courrier quand vous changez d'adresse. J'habite plus à la maison A, j'habite à la maison B. Donc, j'indique à la poste de rediriger le courrier de la maison A vers la maison B. Et ben là, c'est pareil, avec une redirection 301, je vais indiquer que l'URL A n'existe plus, elle redirige vers l'URL B. Surtout s'il y a toute une partie de votre site qui va disparaître, parce que pour plein de raisons, une catégorie, un produit qui n'existe plus. Donc voilà. Mais l'idéal de l'idéal, c'est d'essayer de conserver au maximum les structures d'URL. Ce n'est pas toujours le cas. S'il y a des changements de CMS, il y a plein de fois où on ne peut pas faire ça. Bien entendu, il y a toujours le SEO/CD compromis, parce qu'il y a l'aspect marketing, il y a l'aspect, l'image qu'on veut renvoyer, bien entendu, le web design, etc. Voilà. Mais c'est une question assez vaste. Bien entendu, ça dépend des cas. Et on a une autre Question de la même personne. Est-ce que les textes générés par IA et qu'on ajoute à nos pages produits sont néfastes à notre page, j'imagine, en termes de SEO? Oui, j'imagine aussi. Alors, tout dépend de comment est le texte généré par l'IA. Il y a des très bons outils qui génèrent des textes SEO, enfin des textes IA optimisés pour les SEO. Alors, bien entendu, il faut faire une repasse à chaque fois. Il faut quand même vérifier l'information. Ça peut l'être, comme ça ne peut pas l'être, bien entendu. Il faut faire attention. Il y a certains outils ça peut créer aussi de la duplication de contenu, donc attention à ça. Il faut vraiment faire attention à ça. Tant qu'on favorise, tant que le texte est plutôt bien écrit, qui répond à l'internaute, qui est propre, pourquoi pas? Je sais qu'il y a des tests qui ont prouvé que des contenus qui étaient rédigés avant l'arrivée de l'IA, il y a des outils qui vérifient si c'est un contenu rédigé par un humain ou par un IA. Ces textes qui étaient rédigés avant, l'outil l'indiquait comme rédigé par une IA. Donc il faut faire attention à ce genre de choses aussi. Attention à ça. Ouais. Faites attention à ça. Ne prenez pas tout pour acquis, en fait, vérifiez bien certaines choses. Ouais. Aujourd'hui, je pense que le contenu généré par IA va pas forcément être pénalisé. Ce que va regarder évidemment Google, c'est l'expérience utilisateur, c'est l'internaute, est-ce qu'il passe du temps, est-ce qu'il clique, comment il évidemment va avoir ces infos-là. Donc évidemment, ça va être le plus important. Donc l'IA, bien sûr que c'est une porte d'entrée qu'il faut exploiter. Nous, pour l'utiliser, avoir des rédacteurs aussi, il y a toujours un retravail qui est fait là-dessus. En fonction des secteurs, on peut avoir un texte IA qui est vraiment propre à 80%, et puis il faut repasser avec une touche d'humain derrière pour ajuster évidemment et vraiment avoir le texte le plus précis possible. Et puis comme le disait Simon, un texte qu'il va falloir faire évoluer, puisque le SEO, c'est technique, mais aussi régularité. Donc, en fonction de l'évolution des performances, c'est quelque chose qu'il faudra aussi mettre à jour. Et tout dépend. Tout dépend de vos produits. Si vos produits, c'est très, très, très technique, est-ce que l'IA est capable de générer tout ça ou d'avoir la précision? En fait, là, il faut peut-être avoir une base via l'IA et venir pimper ces informations en les précisant, parce que ça dépend de vos produits. Ouais. Il nous reste 2 questions, je crois. Quentin, sur la partie technique, quel est votre avis sur l'impact des pages Page Builder, WordPress et le SEO? Quentin, Ça dépend en fait tout simplement si le builder est lourd, si le code, plus le code est lourd, bon, bien entendu, plus il y a un temps de chargement, donc là, c'est là-dessus, et la propreté de ce code, en fait. C'est vrai que dès qu'on fait des sites WordPress custom, donc sur mesure, on sait que le code est plus propre, plus léger. En fait, tout dépend du builder, mais ça peut avoir un impact, bien entendu, sur le SEO. Ouais. C'est là où un audit peut être intéressant sur un site. En fait, essayer de faire le code le plus léger possible, le plus propre possible, pas l'alourdir. Les imbrications de div, ça va te parler, bien entendu. Est-ce que la structure HN est bien respectée, etc. Et typiquement, comme le disait Simon, nous, on fait à la fois de l'Elementor ou du custom sur WordPress. On peut avoir des très bonnes performances en SEO sur Elementor.
Donc ça peut bien fonctionner, mais il faut que ça soit bien travaillé et qu'il y ait toute la stratégie globale aussi qui aille autour. Ça dépend aussi du nombre de plugins qu'on va toujours la même chose, hein, dont on parlait tout à l'heure. Et donc on peut avoir des bonnes performances même en utilisant des builders. Et certains builders sont Plus efficaces que d'autres, bien entendu. Ouais. On avait un retour de Quentin qui disait: «Je veux un site éco-conçu, mais par contre, je veux une vidéo YouTube en autoplay sur ma page d'accueil, en 4K, et cetera». Ouais, si on revient sur cette notion d'éco-conception, voilà, c'est des compromis, c'est pas noir ou blanc. L'idée, c'est pas de dire: «Il me faut un site sans images, sans photos, sans vidéo». Et est-ce qu'on pourrait limite se dire: «Bah, mon site, en fait, je fais que 100 visiteurs, par mois, donc je peux me permettre d'avoir typiquement un site un peu plus lourd». Là où, encore une fois, je reprends l'exemple du site qui fait 1 million de visiteurs. Évidemment, on aura faire en sorte que les pages les plus stratégiques soient les plus légères possibles, à la fois pour la vitesse de chargement, mais aussi pour l'impact évidemment du site. Ça, c'est indéniable. OK, et ben, on arrive à la fin de ce webinaire. Je crois qu'on a fait le tour. J'ai pas d'autres questions. Le webinaire va se terminer, donc il va être disponible en replay rapidement. Et puis, on va faire des petits extraits vidéo. Enfin, je dis on, ça va surtout être Antoine, Chloé chez nous qui vont s'en occuper. Donc voilà, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous solliciter, que ce soit moi, Simon. Ça sera avec plaisir pour vous répondre. On avait plus de 200 inscrits sur ce webinaire, donc c'était top de vous accueillir. Merci Simon pour cette première. Ben oui, merci à toi de m'avoir invité. Et puis, de toute façon, je vous dis à très vite pour un nouveau webinaire. Et puis sur LinkedIn, je pense que vous le savez, mais on est assez présent. Bonne journée à tous.